constate que jusque-là, il n'avait pas encore ekolo monene tokosana te tolingana toyokana tosalisana malamu songo tokosana tosalisana malamu bongo tobongisa Cheto ya nene yena tu fweti to meshati Cheto ya mbote mbote tu fweti sarila tu fweti solo solo tu fweti salasana moko tu to meshati se refoncer les mots. tu fweti solo solo tu fweti salasana. On a fait comprendre aux uns aux autres que nous étions en train de courir. C'est laissé comme on fait d'habitude le secrétariat pour faire le contrôle des frontières et annoncer à mais ça se prête mieux dans cette zone-là. Voilà, c'est réellement ça. En passant, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont ajoutées. Nous faisons le constat. Il ne faut pas qu'on se dise aussi que comme nous, on a adopté ce schéma, bon, on ne parle plus, on peut toujours corriger, puisque dans tous les cas, ce n'est pas encore adopté sous forme de loi ou de décret. À la discussion de la région de l'Auge. Donc il faut maintenant le fonctionnement d'abord. Le défi pour le fonctionnement, au niveau des services secrets, il y a non-fonctionnement. Mais le non-fonctionnement ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fond. Après, il y a plusieurs endroits, chez les étudiants, dans les salles, dans l'administration. Oui, non, ça c'est À tout. Disponibilité de la sécurité. pour l'instant. Madame, s'il vous plaît, suivez là. Au terme de jeunesse, vous avez tenu pour l'instant. L'absence de la fibre optique dans certaines localités. Ensuite, le coût élevé de frais d'installation et de connexion Internet. On fait pas le même ça. Pourquoi? C'est pour que j'ai le fond de l'équipe pédagogique chargée de coordonner les activités. Des montagnes, des déserts ne pourront pas t'arrêter. Tout au fond de ton âme, il y a une flamme qui s'endort, où la vie peut jaillir comme une étincelle. Même s'ils dépendent de la présidence. C'est les cellules de la présidence, c'est les conseils constitutionnels de la présidence. Mais ils doivent savoir ça à la maison pour connaître aussi les activités. Mais il n'y a pas le même champ d'action que le Conseil national de la jeunesse. Le Conseil constitutionnel de la jeunesse n'a pas de structure. Celui qui était là, c'est Madame Boudabé. Donc il y a aussi un problème, c'est pas en d'autres directeurs, il y a aussi des directeurs sont. Ça sera le travail des juristes qui seront un peu donc envoyés à la tâche et ils verront comment marier tout cela. Parce que quand vous voyez, je prends, il fixe le règlement intérieur des établissements scolaires en rubrique contraire du Congo. Donc, quand je vous disais que c'était la note de service 1009. Et c'est à partir de cette note de service-là que les différents établissements ont puisé ou ont élaboré leur règlement intérieur. Donner le meilleur de soi. Et monnaie. Oui. Au lieu que moi qui vienne pour suivre le match, qui donne l'argent, c'est plutôt le dirigeant qui veut que son équipe soit suivie par beaucoup de personnes. Il n'y a pas de gens, mais dehors il y a beaucoup de gens. Ces gens-là cherchent quoi? À entrer, soit profiter pour se prendre dans le stade gratuitement. Ou alors, moyennant une petite commission, c'est comme ça. Ici, on te dit.
C'est-à-dire selon l'esprit Merci beaucoup, c'est très rassurant. Je réalise effectivement que vous examinez en profondeur cette question, qui reste une question très importante, notamment pour des sociétés comme les nôtres, qui pour diverses raisons ont enregistré de nombreuses perturbations des saisons scolaires. Et il y a des enfants qui, pour des raisons ou d'autres, n'ont certainement pas pu être scolarisés. Il y en a qui sont éloignés des établissements scolaires. Les parents ne se sont pas donné la peine de créer les conditions de rapprochement pour permettre aux enfants d'étudier. Et finalement, ça pose un problème sérieux dans le parcours de tous ceux de nos compatriotes qui n'ont pas pu bénéficier d'une éducation formelle. Parce qu'après, ils sont confrontés à des réalités socio-économiques de la vie qui exigent de toutes les façons qu'on ait quelques petites compétences, quelques briques en lecture et en calcul en mathématiques. Vous comprenez que c'est une thématique très importante parce qu'en ce moment-là, il incombe à l'État qui a la responsabilité de l'éducation collective de créer les conditions d'une prise en compte de ces personnes pour faire en sorte qu'on puisse leur administrer les billes dont ils ont besoin pour pouvoir se développer normalement.
vous comprenez aussi que nos sociétés, si vous voulez, restent, quoi qu'on dise, composées de toutes les catégories d'individus. Il en est parmi nous qui sont malheureusement porteurs de certains handicaps. Il va de soi que les conditions doivent être créées pour qu'ils ne restent pas en marge du processus d'éducation. Et ici, nous sommes obligés d'examiner cette question et de formuler des recommandations, comme vous le dites, mais de faire en sorte que nous ne puissions oublier ni négliger le moindre aspect. Simplement parce qu'il faut profiter de l'autorité inhérente à ces états généraux pour faire en sorte que les décisions passent et s'inscrivent dans la loi ou simplement revêtent le caractère de résolution et une mise en œuvre impérative. Donc, c'est notre responsabilité de faire en sorte que, après les états généraux, on puisse enregistrer une dynamique nouvelle. Il faut que les résolutions qui seront prises puissent induire un changement de l'environnement de notre éducation non formelle et de l'alphabétisation. Ce qui permettrait effectivement aux pesanteurs ou aux blocages ou aux faiblesses que nous constatons d'être corrigés et de nous installer véritablement dans une optique, dans une ère nouvelle en ce qui concerne ce volet de notre système éducatif. Donc, je ne peux, puisque vous résumez si bien la chose vous-même, je ne peux effectivement que vous féliciter pour le sérieux que vous mettez dans l'examen de cette thématique, mais aussi vous encourager à ne ménager aucun effort, aucune des inspirations pour que nous puissions traiter cette thématique de façon profonde et globale. Dans tous les cas, je vous fais confiance parce que la modératrice est en même temps patronne de l'alphabétisation. Ce qui nous offre l'avantage d'avoir comme pilote quelqu'un qui s'est frotté quelques années à cette réalité, qui certainement s'est trouvé confronté à des difficultés, qui a vécu les faiblesses du système pour une meilleure correction. Donc, ceci dit, je vous remercie et je vous encourage à aller de là. Merci beaucoup. S'il vous plaît. On me dit qu'il s'agit de l'atelier dont la thématique porte sur les valeurs. Vous voyez que c'est vous qui portez en réalité, me semble-t-il, le maillon, le bout le plus important de tout ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'en réalité, si à la base, nous n'avons pas créé les conditions de moulage pour dégager un esprit commun dans notre marche sociale, eh bien, nous faussons tout. Parce que nous nous rendons compte effectivement que l'enfant n'est que le produit de ce que veulent les parents, ou tout au moins ses tuteurs. Et cet enfant, c'est celui qui grandit et qui devient l'acteur social, l'acteur de développement. Et il est évident que si il n'a pas été bien orienté, il n'est pas étonnant par la suite qu'il s'affiche comme un tout petit peu tordu, la vague.
Vous voyez, dans notre pays, à un moment, il y avait des canaux d'éducation, d'encadrement de nos enfants, qui tous bénéficiaient des enseignements qui les prédisposaient à afficher tous, en tout cas, des comportements qui les identifient à notre pays. Chacun se souvient de ce que nous appelions à l'époque la loi du pionnier. Chacun se souvient qu'on disait là-dedans que le pionnier était un militant conscient, je ne sais pas, discipliné, travailleur, qui respectait le bien public et qu'il faisait son travail de façon consciencieuse. Et on grandissait tous avec ça. Et finalement, on devenait des jeunes gens exemplaires. Parce qu'on avait, à la base, bénéficié de l'administration des valeurs, d'un modèle de conduite sociale qui nous garantissait d'avoir un environnement social bienveillant. Vous voyez? Or, il est arrivé des phases dans l'histoire de notre pays où on a dit tout ça, ça n'existe plus. Ça a disparu, on l'a remplacé par rien. Quand ça a disparu, ça laissait un vide. Résultat, c'est des phénomènes qu'on ne pouvait pas imaginer, même dans le pire des cauchemars. Même dans le pire des cauchemars. Toutes les antivaleurs que nous avons dénoncées par la suite trouvent peut-être une partie de leur explication dans le fait qu'on n'a pas véritablement structuré mentalement nos concitoyens. Il n'y a pas eu, si vous voulez, des balises qui devraient normer leur parcours. Si bien que nous assistons à une dérive que l'on pourrait qualifier de tragique. Il est donc question ici, saisissant l'opportunité des États généraux, de redéfinir le cadre de formation de nos compatriotes. Quelles sont les valeurs que nous devons leur enseigner pour espérer avoir une société où règne évidemment en maître la coexistence fraternelle et harmonieuse, où chacun sait quelles sont ses limites, où chacun se pose de par sa conscience en censeur de son action. Il faut qu'il comprenne déjà ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui peut entraîner, si vous voulez, une perturbation de la vie collective. Mais c'est ça. Aujourd'hui, notre pays est passé d'un régime monolithique à un régime multipartite, donc à la démocratie pluraliste. Mais il faut que, courageusement, nous formions les plus jeunes d'entre nous à l'esprit que véhiculent ces options nouvelles, ce choix de société que nous avons eu à faire. Sinon, les jeunes Congolais vont arriver, entrer dans une société dont ils ignorent totalement les règles, l'esprit, et chacun ferait à sa manière. Nous tomberions dans l'anarchie, dans l'incompréhension, dans l'intolérance, dans la difficulté à organiser la vie collective. Donc quand on a dit ça, vous comprenez qu'il faut qu'on regarde comment on enseigne ces valeurs-là à nos enfants. On commence à partir de quelle classe? On s'arrête à quelle classe? Et donc on regarde tout ça. Et certainement, ce qui sortira d'ici, croyez-le, va structurer durablement le cursus de formation de l'homme
du Congo. Et si ce travail est bien fait et que la mise en œuvre se fait de façon efficace, nous serons heureux, franchement, de laisser à nos enfants un pays composé de citoyens éduqués, des citoyens formés, des citoyens préparés pour vivre dans un environnement commun, dans un partage tout à fait équitable et pour que nous puissions préserver le vivre ensemble, la tolérance, le respect des autres et du bien, et enfin de se développer de façon harmonieuse pour une évolution tout à fait harmonieuse et souhaitée par tous. Donc, professeur, ceci dit, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, je sais que vous avez trouvé les meilleurs mots pour l'expliquer ici. Sans doute, avec beaucoup plus de pertinence, mais je voulais que nous ayons ce partage pour que vous sachiez l'importance que nous accordons à cette thématique et ce que nous attendons de vos réflexions. Merci beaucoup. C'est nous que vous remercions, Monsieur le Ministre, en vous disant ceci. Le défi de notre atelier thématique, à la différence des autres ateliers, puisqu'il s'agit de l'enseignement des valeurs, c'est certes examiner la pédagogie de la transmission des valeurs, mais également notre défi, c'est de faire en sorte qu'il y ait réellement mutation des mentalités, mutation des comportements, mutation des attitudes dans le cadre de la coexistence citoyenne. Parler de l'enseignement des valeurs, énumérer les valeurs, c'est très très bien. Vous voyez, c'est une entreprise collective. Il y a plusieurs partenaires dans le système éducatif. Mais aboutir à la mutation des mentalités, aboutir au changement des comportements, que l'apprenant sache distinguer le bien et le mal et se conduise dans la ligne de ce qui est bien, c'est ce que nous essayons d'imaginer. Et cela concerne les acteurs du système éducatif, les partenaires du système éducatif, mais concerne également toute la société. Concerne également toute la société. Nous veillerons à rappeler aux uns et aux autres leurs responsabilités dans cette entreprise de reformatage moral du citoyen congolais, à partir de l'enfance jusqu'à ce qu'ils deviennent parents. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que cette entreprise de salubrité morale, de salubrité éthique, soit redéfinie et se passe le mieux possible. On essaiera de vous faire des propositions, des recommandations, de vous proposer des recommandations dans ce double sens-là. Parce que ça n'a rien de théorique, ça n'a peut avoir d'effet de valeur que si demain, chaque Congolais peut se dire « Ah, moi je ne peux pas faire ceci parce que c'est interdit, je ne peux pas faire ça parce que c'est honteux pour la coexistence ». C'est ça notre objectif principal. Je vous remercie au nom de mes collègues, de mes amis membres de cet atelier, de votre visite, de votre éclairage. Et nous allons continuer en souhaitant ne pas décevoir par les recommandations que nous allons vous faire. Nous vous remercions. Merci beaucoup, merci professeur. Merci. Au revoir, donc à bientôt. À bientôt.
son fonds. C'est très bien. Financement de l'éducation et gouvernance du système éducatif. Bien, vous voyez bien que l'éducation coûte cher. L'État congolais, et il faut le reconnaître, ne lésine pas sur les investissements qu'il opère dans le domaine de l'éducation. Mais il vous appartient de vous assurer que les financements qui ont été réalisés au cours de la dernière décennie, par exemple, correspondent effectivement aux besoins en termes de transformation du système éducatif. C'est à vous de l'apprécier et c'est à vous de formuler certainement des approches qui permettraient éventuellement d'améliorer ce financement. Mais le financement de l'éducation ne doit pas être l'exclusivité de l'État. Le financement, si on envisage, on opère des financements qui, donc la gestion, ne correspond pas à l'orthodoxie nécessaire liée à l'objet de ces financements, de façon directe et immédiate des plus-values. Bien au contraire, on doit financer parce qu'on vise évidemment une rentabilisation ultérieure parce que l'homme reste, quoi qu'on dise, la première ressource. Si nous voulons nous engager dans un processus de développement, il faut que nous investissions sur l'homme parce que c'est lui l'acteur principal du développement. Donc, mais nous devons veiller à une bonne utilisation des financements de l'éducation. Nous devons veiller à une gestion orthodoxe des financements de l'éducation. Nous devons faire en sorte que nous puissions grappiller tout ce que l'on peut avoir qui vienne en appui au système éducatif. Donc, c'est l'objet évidemment de votre atelier. Et là-dedans, je le dis parce que je vois quelques syndicalistes qui sont en responsabilité, mais qui restent très influents dans le milieu. Vous savez que quand on parle des financements de l'éducation, vous savez que les rémunérations des enseignants ou le volet fonctionnement absorbe une partie importante de ces financements. Ça signifie que nous devons faire en sorte que au niveau de toutes les strates, nous développions une certaine rigueur. C'est pour cela que l'argent investi par l'État pour des besoins de l'éducation devrait exclusivement, et en cette période, à cette étape où nous constatons un déficit de clients en personnel enseignant, il est bon que tous nous devenions, si vous voulez, les acteurs de la résorption. N'allons pas chercher les administratifs. Parce que nous voulons les enseignants. Ceux qui sont ici, et vous êtes tous certainement du système, vous savez que le déficit à ce jour se monte à près de 20 000 enseignants. J'exagère peut-être un peu, mais je crois que c'est dans cet ordre. Mais l'État ne peut pas accorder 2 à 2500 recrutements dans l'année, et là-dedans vous retrouvez plus de 1000 administratifs qui ne sont pas des pédagogues, qui ne peuvent pas être des enseignants actifs. Mais c'est une irresponsabilité. Et c'est pour cela que je disais dans un atelier quelque part que, puisqu'il y a aussi nos amis syndicalistes qui prennent part au processus d'exploitation, de gestion des quotas affectés à l'enseignement, il faut faire en sorte que, au niveau des syndicats, il y ait un peu plus d'ordre et de discipline. Ça signifie quoi? Ça signifie que si nous considérons qu'au niveau de l'enseignement général, on a près de 30 000 enseignants, c'est une hypothèse. Mais faisons en sorte que pour que vous soyez syndicat et que vous vous exprimiez légitimement au nom des enseignants, il faut que vous revendiquiez en moyenne 10% d'adhérents. Mais si nous ne faisons pas ça, c'est le désordre, la porte ouverte au désordre.
J'ai l'habitude de dire à mes amis, les syndicalistes, à mes petits frères, à mes frères, il m'arrive de leur dire, c'est vrai, la vocation initiale est celle de la défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs. Mais nous devons aussi intégrer dans le domaine de l'éducation un objectif de nature vertueuse, de nature généreuse, de l'altruisme, parce que c'est notre métier qui veut que nous soyons vertueux, nous soyons généreux, nous soyons altruistes. Parce que n'oubliez pas qu'on met à notre disposition des enfants qui ont une tête encore vierge, que nous devons polir pour en faire des hommes. Mais c'est ça qui doit être notre fierté, que le système éducatif produise des ressources humaines de qualité. Mais pour cela, nous devons tous mettre un peu de patriotisme dans l'exercice de nos vocations. Le fait qu'on doit aussi faire en sorte qu'un enseignant qui arrive, qui est intégré en tant qu'enseignant, ait la qualification nécessaire. Option, déficit, premièrement. Deuxièmement, faire en sorte que nous ne considérions plus l'enseignement comme une porte d'entrée à la fonction publique et que tous ceux qui arrivent dans l'enseignement ne ressortent pas l'année d'après, parce qu'il faut créer des mécanismes pour que chacun puisse accomplir son engagement décennal, au moins les 10 ans. Après, comme on ne peut pas enfermer quelqu'un dans le métier d'enseignement, après il peut aller ailleurs. Mais dès qu'il entre, il faut qu'il y reste 10 ans en tant qu'actif. Sauf si pour des raisons de santé, il ne peut pas le rester. C'est tout ça que nous devons savoir encadrer. La gouvernance doit intégrer tout ça pour que nous puissions respecter les textes justement de gouvernance dans le domaine de l'éducation. Il ne faut pas qu'il y ait dans ce secteur tout ce que l'on peut constater et que l'on décrit aujourd'hui comme relevant des antivaleurs. Il y a une thématique, il y a un atelier qui traite de cette question des antivaleurs. Mais faisons en sorte que nous soyons plus conséquents dans la gouvernance du système éducatif. Parce que, comme vous le savez, c'est la première fois de l'histoire de notre pays, dans l'histoire de notre pays, que nous avons une rencontre de cette nature pour traiter des questions de l'éducation. Ça signifie que nous avons eu à recourir à plusieurs approches qui se sont révélées infructueuses en termes de satisfaction générale. Et ici, il est question d'examiner de façon globale et holistique tout notre système et dégager des orientations, des recommandations, des résolutions, bref, des pistes d'action dans la mise en œuvre qui doit revêtir un caractère de toutes les façons impérieux, pour que la mise en œuvre de tout ceci transforme de façon conséquente l'environnement de l'éducation dans notre pays. Le but étant d'avoir des ressources humaines de qualité. Le but étant d'avoir un personnel formé, qualifié. Le but, c'est d'avoir des acteurs sociaux qui soient, du point de vue de la morale et de l'éthique, irréprochables. Le but étant, effectivement, d'avoir un environnement scolaire et universitaire irréprochable. Voilà ce que nous voulons. Et nous comptons sur vous parce que les financements, c'est vous qui les envisagez. Et n'oubliez pas que les financements ne vont pas sans la rigueur dans la gouvernance. Donc, je vous remercie, je compte sur vous. Merci. Nous sommes en train de tabler sur ça. Les contributions sont les meilleures. Et les innovations seront proposées pour le financement. Et comme l'ont certainement signalé tous les ateliers, nous comptons sur votre appui pour faire appliquer ce qui sera retenu du moins auprès des autorités de la République. C'est notre mot de service. Non, merci. Mais ne faisons pas de confusion. Ce qui
qui va ressortir d'ici constituera, si vous voulez, le soubassement du travail ou des éléments que nous allons tous adopter ensemble. Parce que tout ceci va aller, on va amener tout ceci aux assises des États généraux. On fera une synthèse de tout ça, on va loger dans un pré-rapport que nous allons tous amener aux assises. Et là-bas, dans un cadre plus élargi, nous allons examiner et adopter. Et nous prendrons ce rapport que nous irons remettre à celui qui nous a commandé les États généraux, à savoir le président de la République. Et puis à la mise en œuvre, vous pouvez être sûr qu'il y aura la mise en œuvre, puisque tout ceci va être adossé sur un avant-projet de loi budgétaire, de loi de programmation budgétaire, qui va donc programmer les investissements mensuels, enfin annuels, sur au moins 5 ans, pour la mise en œuvre de ce que nous allons aller. Donc, on a essayé de tout encadrer de manière anticipée pour faire en sorte que la mise en œuvre soit effective. Donc, merci beaucoup et à très vite. Merci. Monsieur le Président Epouma, je suis heureux donc, de constater que vous avez hérité de cette activité. Il me semble que nous aurions eu du mal à trouver mieux que vous. Parce que vous êtes le président des parents d'élèves et étudiants. Et donc que vous enregistrez certainement les plaintes qui viennent des parents relativement au caractère délétère de la situation dans certains établissements d'enseignement, certains établissements scolaires et universitaires. C'est une situation lamentable parce qu'il me semble qu'il s'agit là des dérives qui ont été induites par la baisse de vigilance générale. Il me semble que quand nous étions encore sous le système monolithique au plan politique, il y avait des mécanismes d'encadrement et d'éducation des plus jeunes, des enfants, qui formataient en quelque sorte leur logiciel mental et ils fonctionnaient en ayant conscience du respect de l'autre, en ayant conscience de ce qui était bien, de ce qui ne l'était pas, et en faisant en sorte qu'ils respectent tout, le bien public, le prochain, et la crainte aussi d'être sanctionné en cas d'écart de comportement. Or, il me semble que cette vigilance généralisée que pratiquent à la fois les parents et l'État a baissé. Je suis un peu nostalgique de nos fameuses lois du pionnier qui, quoi qu'on dise, avaient fait leur preuve à l'époque, puisque les déviances constatées aujourd'hui n'étaient pas observées il y a quelques décennies. Mais là, la situation s'aggrave pratiquement tous les jours. Ça signifie qu'il faut imaginer des approches qui puissent enrayer ce phénomène, mais qui aident aussi nos enfants à revenir à des comportements compatibles avec la coexistence fraternelle et il y a, par exemple, des éléments conflictogènes qui créent le conflit. Aujourd'hui, nous disons que hier, tous les enfants allaient à l'école, ils étaient habillés de manière identique. Il n'a
n'avait pas d'éléments caractéristiques d'une certaine différence. Mais puisque nous avons cherché par nos fantaisies qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas objectives, qui ne sont pas forcément justifiées, nous avons fait en sorte que les enfants aient d'autres éléments d'identification, mais qui entraînent des conflits. Hier, nous avons réussi l'exploit d'uniformiser la tenue scolaire, mais les malins nous ont rattrapés avec des macaques. Initialement, nous avions pensé qu'il n'était absolument pas justifié qu'il y ait une différence d'uniforme entre les apprenants de l'enseignement général et ceux de l'enseignement technique. Rien ne justifie ça. Donc, au-delà des éléments que vous allez identifier, qui pourraient être la cause de la recrudescence de la violence au milieu scolaire et universitaire, il faut que vous ayez à cœur d'éliminer tous les éléments qui créent l'identification et qui, si vous voulez, rattachent à certains espaces, à certains établissements, certains de nos enfants. Il faut que vous envisagiez de faire en sorte que l'autorité de l'État s'impose, y compris aux parents qui sont négligents et qui ne doivent pas faire subir les conséquences de leur négligence quant à la prise en main de leur progéniture aux autres membres de la société. Il faut que dans vos recommandations, vous veillez à ressortir des mesures fortes qui pourraient se traduire par l'exclusion de tout le système éducatif du pays des enfants qui seraient surpris, mais surtout des récidivistes. Il faut des mesures fortes pour que les parents prennent conscience et encadrent conséquemment leurs enfants. Quand vous avez pris les mesures qui relèvent de l'État du gouvernement, à savoir l'uniformisation générale, ça signifie suppression des macaques, ça signifie uniformisation de la tenue scolaire, aussi bien l'enseignement technique à l'enseignement général, et des mesures fortes pour ceux qui s'amuseraient en milieu universitaire de perpétrer la violence. Avec des mesures fortes portant sur l'exclusion sur 5-10 ans du système, de les isoler sur rien, parce qu'il faut qu'on arrête la phénomène. C'est tellement dangereux, c'est tellement destructeur que nous ne pouvons pas nous permettre la moindre flexibilité dans ce métier. Il faut la force de l'État qui doit s'affirmer pour arrêter net toutes ces bénéfices. Donc, je voulais apporter juste ces quelques éléments. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Vous êtes en présence du président du gouvernement. Et je crois qu'il y a ici les délégués qui ont été envoyés par le Haut Commissariat à la justice restaurative. Et je crois qu'ils se frontent à cette réalité. Et si vous mettez tout cela ensemble, vous pourrez nous sortir d'excellentes recettes pour que nous enrayions ce film. Donc, président Nkouma, quand j'ai dit cela, je vous laisse poursuivre votre travail. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Bon, il faut dire que nous pensons être sur le bon chemin, parce que ce matin, on était en train de préparer un atterrissage en douceur, en utilisant le dernier support que l'organisation a bien voulu nous transmettre. Lequel support nous demandait de rappeler les éléments de contexte au niveau national, au niveau international, les engagements que les pouvoirs publics ont dû prendre au niveau national et au niveau international, et ensuite dégager les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces par rapport à notre thématique, l'atelier numéro 11, qui se trouve être
des violences en milieu scolaire et universitaire. Monsieur le ministre, la question des violences nous intéresse et nous a intéressés depuis quelque temps, depuis qu'on parle de violence. Encore que c'est un phénomène, tout le monde peut s'accorder à dire que c'est un phénomène qui est mondial, avec la seule différence que ça prend de l'ampleur avec le temps. Et vous avez raison, monsieur le ministre, de dire qu'il faudrait que nous prenions des mesures fortes pour arrêter cette violence qui est quasi naissante. Nous disons que si elle a pris corps dans un lit qui est le domaine public, aujourd'hui, elle s'introduit peut-être par effraction dans le milieu scolaire ou le milieu universitaire. Donc, monsieur le ministre, nous avons donc travaillé en tenant non seulement compte du répertoire que la commission d'organisation nous a proposé, mais nous avons amendé. Tout au départ, on a tenu à ce que tous nous parlions de la même chose, que nous sachions de quoi nous devons parler dans notre atelier thématique en tenant compte de l'actualité de cette violence, de ces violences, puisqu'on dit bien violence au pluriel en milieu scolaire et universitaire. Monsieur le ministre, l'actualité aussi aidant, sachant que nous avons tout un chef d'établissement qui se retrouverait entre les quatre murs à cause aussi toujours des violences, nous nous sommes dit, finalement, ces violences qui sont en milieu scolaire et universitaire ne concernent pas qu'une seule force ou qu'un seul acteur. Parce que notre point focal à l'école, c'est l'enfant, c'est l'apprenant. Mais on s'est dit, mais tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné, quand nous disons tout le monde, le personnel pédagogique, le personnel d'encadrement qui est le personnel administratif. Donc, monsieur le ministre, si votre choix s'est porté sur ma modeste personne, c'est pas qu'il n'y avait pas d'expertise qui pouvait modérer cet atelier, mais vous avez voulu nous mettre au pied de l'étrier pour pouvoir dire, alors qu'est-ce qu'on peut faire, vous les géniteurs? Oui, effectivement, monsieur le ministre, nous avons pris conscience de cela en se disant, nous à la PEC ou à la FAP, nous disons être parents, ça s'apprend. Nous pouvons tous être dans cette salle des géniteurs, mais pas nécessairement des parents. Alors quelle est la différence que nous faisons, nous, au niveau de la PEC? Et nous l'avions rappelé, nous avons fait bénéficier de cette modeste expérience à tous nos frères et nos sœurs qui se trouvent dans cet atelier. Nous disons que le parent, c'est bien ce géniteur responsable qui accepte de consacrer une partie de son énergie et de son temps à accompagner son enfant pour que celui-ci devienne un adulte tout aussi responsable. Alors dès lors qu'un parent se dit, un géniteur se dit je suis parent, alors qu'il n'est même pas capable de dire quel est le nom de l'enseignant de son enfant, dans quelle école, à la limite, il peut avoir une idée, le nom de l'école, mais ne lui demandez pas le nom du professeur principal de son enfant. Il aura tendance à dire, ah attendez, on va poser la question à sa mère. Et voilà, même ici à cet atelier, j'ai dû encourager, ce n'était pas une campagne d'adhésion à la PEC, mais j'ai dû encourager les sœurs qui sont avec nous pour dire, prenez d'assaut une association comme l'association des parents d'élèves ou la fédération des femmes éducatrices, parce que vous avez tout intérêt. Donc, monsieur le ministre, pour tout dire, nous sommes conscients que ces violences-là aussi, monsieur le ministre, nous ne devons pas jouer à la politique de l'autruche. Elle a été correctement initiée dans le domaine public, donc en dehors de l'école, et aujourd'hui c'est en fait une incursion de cette violence dans le milieu scolaire qui est un milieu tout aussi fragile tant que le leadership dans ces milieux-là ne sont pas comme affirmés. Parce que la crise de leadership dans nos établissements également est un peu à l'origine de l'exacerbation de ces violences-là en milieu scolaire, voire en milieu universitaire. En milieu universitaire, ici, nous nous sommes permis de nous rappeler que les universités francophones fonctionnent jusque-là à partir des franchises et libertés universitaires, objet de loi, mais de loi française. Comme le réflexe d'un ancien colonisé, nos universités fonctionnent avec ces franchises qui sont des franchises à partir des lois françaises. Alors nous sommes en train de caresser l'idée de faire que là aussi,
à ce niveau, il faut qu'on arrive à stigmatiser. Il faut la nécessité des lois sur les franchises universitaires, franchises et libertés universitaires, mais qui prennent en ligne de compte la réalité de notre propre pays. Parce qu'il n'est pas rare d'entendre que non, il y a une intervention d'une police ou d'une brigade de gendarmerie dans une université. Et souvent, quand vous vous renseignez, ni le recteur, aujourd'hui président, ni le président de l'université, ni un responsable, un doyen d'une faculté n'ait eu recours aux forces de l'ordre, qu'on apprend que non, les forces de l'ordre sont arrivées et un affrontement entre nos jeunes apprenants, bien que majeurs, mais ce sont nos enfants, et les forces de l'ordre. Donc, monsieur le ministre, tout cela, nous profiterons des états généraux pour faire que chacun puisse jouer sa partition, mais en tenant compte de son couloir. Parce que sinon, ce sont ces genres de dérives également, vous l'aviez dit, je l'ai souligné, ces dérives regrettables sont aussi dues du fait que les uns et les autres, chacun ne veut pas jouer sa partition et en tenant compte de son couloir. Et nous pensons qu'il faille ne pas avoir affaire à des hommes orchestres, mais à des chefs d'orchestre qui vont faire que chacun dans cet ensemble-là jouerait sa partition et on sortirait une bonne musique. Au lieu d'être un homme orchestre à soi tout seul. Voilà, monsieur le ministre, ce que nous pouvons dire ici. Ce matin, nous avons épuisé tous nos items qui nous avaient été proposés, mais la vérité c'est que nous avons, ce matin, nous sommes en train de finaliser à travers ce tableau, cette matrice qu'on nous a proposée. Mais déjà, avant cela, nous nous sommes imposés aussi des tableaux synoptiques où nous soulevons des questions, les causes, les conséquences et puis les réponses éventuelles à apporter, avec bien sûr en signifiant, en ressortant les recommandations et les personnes ressources, donc les acteurs qui pourront intervenir par rapport aux réponses que nous avons proposées. Cause, conséquences, réponses, acteurs, mais avec recommandations. Et ces recommandations, en tout cas nous ne ferons pas l'économie des recommandations, mais nous ne pourrons pas non plus croire qu'un seul instant, ce seul atelier va traiter de cette question qui est transversale, monsieur le ministre. Parce que tel que nous sommes tous responsables, mais nous préférons nous culpabiliser, nous les géniteurs, et nous les parents qui envoyons nos enfants à l'école. Et nous préférons aussi nous attaquer à ceux qui sont censés transmettre le savoir à nos enfants. Eux aussi, ils doivent se tenir. Et monsieur le ministre, et je terminerai par le fait que eux-mêmes, les pouvoirs publics, quel arsenal juridique, cette armature juridique qui existe au niveau national, au niveau international. Mais pourquoi diable nous ne devons pas vraiment l'appliquer et de manière stricte? Nous avons prévu des fichiers VU, c'est-à-dire des fichiers violence en milieu universitaire, des fichiers VS, violence en milieu scolaire. Tout ça, nous avons prévu parce que nous pensons qu'à ce niveau-là, les pouvoirs publics prendront le relais, comme c'est un secteur régalien. Voilà ce que nous voulions dire à ce stade. Je crois n'avoir pas trahi, mais on s'est appuyé sur ce qui est existant, sur les études, sur les lois qui existent. Et d'ailleurs, je me suis laissé dire que c'est l'atelier qui a le plus demandé des photocopies, des documents et autres, là-bas au niveau de l'organisation. Mais en tout cas, nous avons dit, mais souffrez que nous puissions travailler sur un sujet aussi délicat, mais en marchant sur les œufs. Donc, toujours en train de nous référer à des textes bien précis pour qu'on ne dise pas que l'atelier de la thématique violence en milieu scolaire et universitaire est venu à traiter ce sujet un peu à la va-vite, monsieur le ministre. Merci peut-être pour la confiance, mais j'avoue que c'est une difficulté majeure parce que si je dois rester dans ma peau de parent, ma crise parentale peut m'amener aussi à être plus dur vis-à-vis de ceux qui peuvent être aussi à l'origine des violences vis-à-vis de mes enfants, filles ou garçons. Je venais de vous dire qu'il y a un chef d'établissement qui est sous les verrous, mais il s'agissait de ma fille. Donc ces violences, nous sommes tous des co-auteurs et voilà pourquoi ici, nous ne devons pas ménager un camp ou un groupe pour ne défavoriser qu'un autre. Au lieu de nous en prendre seulement aux apprenants, nous allons
nous en prenons à tout le monde, y compris le personnel pédagogique, le personnel d'encadrement. Monsieur le ministre, la crise de leadership, et ce n'est pas moi qui le dis, la Confemel dit bien gérer pour mieux éduquer. On peut être un bon professeur de mathématiques et ne pas être un bon proviseur de lycée. Dans d'autres pays, on commence maintenant à spécialiser les corps de métier. Un proviseur de lycée, il se présente proviseur de lycée, mais ne lui demandez pas dans quel lycée il est proviseur. C'est sa spécialité. Mais il est professeur de mathématiques, proviseur de lycée. Il est professeur de sciences vivantes de la Terre, mais il est proviseur de lycée. Voilà, monsieur le ministre, tout ça, c'est des propositions que nous ferons au pouvoir public que vous représentez. Et ma foi, nous verrons si on peut aussi ouvrir des filières pour que nous ayons des corps de métier, les directeurs d'école primaire, les directeurs de collège, les professeurs de lycée. En tout cas, nous verrons que les choses changeront quand même. Parce que le leadership est important. Nous venons de le vivre avec le cas de Gangaï. Je vous remercie, monsieur le ministre. Je crois que vous avez parfaitement raison. Nous n'avons pas le droit d'exclure une quelconque strate, un quelconque maillon de tout cet ensemble que constitue le système. Il faut plutôt simplement dire qu'un accent particulier devra être mis également sur la responsabilité du personnel d'encadrement, du personnel pédagogique. Nous nous souvenons qu'à l'époque, nous avions des surveillants généraux qui avaient une autorité telle que leur simple présence vers le local imposait à chacun discipline, conduite irréprochable, et chacun se mettait dans ses petits souliers parce qu'il y avait le surveillant. Il était debout quelque part, même s'il ne regardait pas dans votre direction, vous étiez obligé de vous plier. C'est un aspect important que vous soulevez. La dépravation de certains enseignants mérite également d'être stigmatisée et les recommandations, je crois, vont aussi aller dans le sens d'une sanction plus lourde pour ceux évidemment qui se feraient attraper, à l'image du spectacle désolant de ce directeur Gangaï. Mais comme vous le savez aussi, il se retrouve sous les feux, mais nos enfants ne sont pas sous les feux, soit parce qu'ils bénéficient de l'exception de la minorité, soit parce qu'ils agissent en groupe et qu'on a toujours du mal à sanctionner un groupe. C'est là où nous on a intervenu en tant que parents, parce que n'oubliez pas que dans l'examen de cette question, bien que prenons en compte toutes les composantes, nous devons savoir que c'est nous qui avons des enfants à préserver pour leur garantir un avenir meilleur. Donc, si nous nous focalisons sur le personnel d'encadrement qui ne peut pas être, si vous voulez, privilégié, il faut que nous puissions surtout nous apaisantir sur l'extrême nécessité pour nous autres parents. C'est passer l'étape de la formation classique. Ils sont au niveau de la formation de la vie, mais ils ne sont pas sujets au cursus scolaire et universitaire. Les nôtres, ils sont dans ce cursus pour se former des instructeurs. Il ne faut pas qu'on perde ça de vue. Donc j'aime bien que vous avez été très pertinent. Il faut qu'on prenne tout ça et je crois qu'il en sortirait d'excellentes recommandations pour qu'on commence vraiment à régler cette question de violence scolaire au milieu scolaire et donc toutes mes félicitations, tous mes encouragements et à très bientôt. Règle ton patron. Dans le milieu professionnel, on va essayer de faire
Bien, mesdames et messieurs, distingués participants à cette année, comme vous le savez, depuis quelques années, merci. Depuis quelques années, nous vivons ce que nous pouvons nous permettre d'appeler la révolution numérique. La dématérialisation devient de plus en plus la règle. Nous sommes en train d'entrer dans une phase du tout numérique. Et aujourd'hui, avec le développement de l'intelligence artificielle, nous nous trouvons dans l'obligation de faire en sorte que les jeunes apprenants dans notre pays se familiarisent très tôt avec le numérique, avec l'outil informatique. Maintenant, dans le cadre de nos états généraux, il nous est offert l'occasion de lever les options essentielles en ce qui concerne l'introduction du numérique dans le système éducatif. Il vous appartient donc de réfléchir sur les moyens les plus appropriés d'accélérer l'introduction du numérique dans le système éducatif. Il faut que nous regardions comment le faire dès l'école primaire et ceci jusqu'à l'université. Il y a, certes, ça implique, mais je sais qu'aujourd'hui, le monde numérique offre également d'innombrables possibilités qui nous permettraient d'accéder à ces services à des coûts accessibles. Ce qui vous est demandé, c'est d'essayer d'imaginer, de trouver les pistes à explorer pour que nous arrivions à atteindre cet objectif. Il est évident que nous ne pouvons plus continuer à considérer notre système du point de vue simplement empirique avec les anciens outils. Il faut que nous nous mettions au rythme universel et que nous puissions numériser fortement notre système éducatif. Comme vous le savez aussi, de plus en plus aujourd'hui, on assimile tous ceux qui manquent de connaissances informatiques comme étant des analphabètes. Faisons en sorte que nous administrions à nos apprenants une formation qui intègre cet aspect, qui est un aspect essentiel aujourd'hui dans la marche vers le développement de l'ensemble de l'humanité. Plus rien aujourd'hui ne peut se concevoir sans prendre en compte le numérique. Il est évident que nos jeunes apprenants constituent effectivement potentiellement les ressources humaines qui devront par la suite devenir les principaux acteurs de nos jeunes, les principaux acteurs sociaux. Il va de soi que nous avons l'obligation de faire en sorte que ceux-ci puissent non seulement se familiariser avec l'outil informatique, mais devenir aussi de véritables spécialistes dans le domaine du numérique. Et donc, la responsabilité qui est la nôtre dans le cadre de cette activité, c'est de faire en sorte que nous imaginions les approches les plus appropriées pour que nous puissions réaliser cette activité. Vous comprenez sans doute l'importance de tout ceci. Et nous devons donc profiter de l'autorité inhérente aux États généraux pour faire en sorte que nous puissions émettre des recommandations et des résolutions
mise en œuvre pour la transformation du système éducatif et pour l'administration d'une éducation locale. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes en train de réfléchir sur une thématique extrêmement importante. Il vous revient d'associer toutes les personnes ressources susceptibles d'apporter leur contribution pour enrichir les conclusions de votre travail. Donc, je vous remercie, vous félicite et vous encourage dans votre engagement à trouver des pistes d'action pour vous permettre de être au niveau des autres pays qui peut-être sont en avance par rapport aux autres. Mais il n'est jamais trop tard, l'important c'est de faire bien, une fois que nous aurons lancé le processus. Merci beaucoup. Ah, c'est un suis modéré. Ah, le suppléant. Vous avez quelque chose à vous dire? Nous croyons qu'en vous recevant ici, il était question qu'on fasse un petit briefing. Il y a eu des... On vous écoutera avec plaisir. On sera... Merci, M. D'abord, j'aimerais dire un mot sur l'absence du modérateur. Il n'est pas absent, il l'est physiquement, mais pas virtuellement parce que nous travaillons avec lui. Tout ça, c'est déjà pour vous dire que nous sommes dans un environnement purement numérique. Donc rien n'est loin de rien. Nous travaillons encore avec lui pendant que nous sommes. Encore, oui, c'est un peu. Ce que je veux dire, c'est que le thème programme et transformation numérique a été conduit par le rapport de monsieur le conseiller assisté de tout le panel. Et nous avons travaillé sur, premièrement, l'analyse de l'environnement. Il y a eu deux axes qui ont prévalu en fait le travail qu'on a fait. Il y a d'abord l'analyse de l'environnement, puis l'analyse du contenu. Parce qu'on ne saura dire tout ce que nous aurons à dire si jamais nous passons d'abord par un état des lieux, ce qui existe déjà, pour que nous regardions par la suite qu'est-ce qu'il faut proposer. Et regardons l'environnement donc, nous nous sommes rendus compte de beaucoup de failles. Donc demain, même si on arrive à vouloir implémenter cela dans les écoles et dans tous les systèmes éducatifs, nous serons plus difficiles. Partons d'abord du fait des contenus. Vous pouvez nous demander de faire un peu moins de bruit dans la salle. Effectivement, je disais que nous avons parlé d'abord du contenu. Dans notre système éducatif, de façon générale, les TIC ne sont pas intégrés, de façon générale. Il y a des particularités à certains niveaux. Par contre, l'observation qui a été faite, nous avons admis qu'il y a la présence des TIC universitaires. Parce que bon nombre d'écoles au niveau supérieur donnent des formations dans le domaine des TIC. Mais c'est des formations qui sont orientées commerciales seulement. Généralement, c'est des gens qui sont formés pour être gestionnaires, comptables, gestionnaires, etc. Mais de moins en moins, on forme les gens à utiliser l'outil informatique pour la transmission du savoir. Donc, l'amélioration du processus d'enseignement et d'apprentissage. Je parle là devant le professeur Makani, on sait bien, parce qu'il est du domaine. Et donc, là, il y a un problème dans l'ensemble. Au niveau de l'éducation, de l'enseignement général, il n'y a pas d'informatique, que ce soit dans le cadre de l'initiation ou dans le cadre de l'apprentissage approfondi de l'outil informatique, il n'y en a pas. Au niveau de l'enseignement technique, là, nous avons travaillé dans une section qui est celle du secondaire deuxième degré. Nous avons la série H, l'unique qui fait la formation en informatique.
pas très diversifié. J'aimerais revenir sur l'aspect relevé au niveau de l'université. C'est que les écoles qui font la formation en informatique ne sont pas coordonnées du point de vue des programmes. Chaque école conçoit son programme et le soumet bien sûr à la DGSUP qui a la charge de validation et d'accréditation. Mais cela ne garantit en rien l'uniformisation de la formation que nous voulons donner. Aussi, il faut constater que dans les écoles de formation des instituteurs et des enseignants en général, il n'y a pas de cours d'informatique. Disons, il n'y a pas de numérique dans leur cursus. Le curriculum est vide. Donc ça, c'est sur le plan contenu. Il y a bien des détails, évidemment, qu'on pourrait bien vous donner, mais ça filerait dans le rapport. Et par contre, là, je suis donc à l'environnement. Au niveau environnemental, nous constatons que l'intégration des pays ici dans le système éducatif n'est pas coordonnée. Pas du tout coordonnée. Parce que nous manquons d'une politique nationale qui définit les axes d'intervention et les processus d'implémentation. Donc je veux dire une politique nationale d'intégration des TIC dans le système éducatif. Il y en a pas. Il y a un texte qui jusque-là semble réglementer cela. C'est le SIG qui est présent dans les DSI, les DSI, c'est les directions des systèmes d'information et communication qui sont présentes dans les différents départements administratifs, mais qui ne s'arrivent pas parce qu'en fait, chacune des directions travaille dans un domaine bien spécifique qui n'a rien à voir avec l'éducation dans un processus de l'enseignement et de l'apprentissage. La DSI, par exemple, au niveau du médecin, ne s'occupe que spécifiquement des examens. Dans ces missions, même ici, on peut rappeler, si on avait le temps, on pouvait faire, il n'y a pas le volet formation des formateurs. Et ça pose problème. Tout cela, ce sont des failles que nous relevons, c'est des faiblesses qui devraient normalement être corrigées pour voir comment arriver à la création, si possible, d'une loi nationale visant l'intégration des TIC dans le système éducatif. Deux, la création d'une structure de coordination, mais qui soit nationale. Une structure de coordination nationale qui peut intégrer les différents pôles de décision. Je parle là des différents départements ministériels que nous avons en charge de l'éducation. Parce qu'il faut dire que le médecin n'est pas seul. Donc, pour que tout cela soit coordonné, il faut dire qu'il y ait une structure centrale qui peut regarder comment implémenter ci et ça. Et aussi, il y a deux structures que nous avons au niveau national qui produisent du contenu. On ne peut pas parler d'informatique sans production de contenu. Nous en avons ici, nous avons l'INRAP au niveau de l'enseignement de base. Je ne parlerai pas d'enseignement général, mais au niveau de l'enseignement de base, nous avons l'INRAP qui a un service appelé ELRAP qui développe dans le cadre de l'enseignement technique les enseignements liés à l'informatique. Mais encore que, après avoir fait intervenir ici un cadre de l'INRAP, il a été relevé qu'ils ont beaucoup de problèmes liés aux moyens, à la fois matériels, financiers et humains pour le développement de ces services. Donc c'est un département à renforcer au niveau de la formation des contenus. C'est le même problème que nous avons constaté aussi au niveau de la DGSUP. Ils sont là beaucoup plus pour les accréditations, mais de moins en moins dans la conception des programmes, dans la production du contenu. Voilà un peu ce que nous pouvions dire de façon synthétique. Sans trop vouloir prendre votre temps, M. le ministre, le rapport sera transmis. Je crois que dans d'autres détails, vous pourrez le trouver là. Merci dit. Je vais dire merci. Je n'ai rien à rajouter. Simplement que vous devez faire en sorte que nous puissions amorcer
peut-être pas de manière précoce, mais attend l'initiation à l'informatique, la familiarisation avec l'outil informatique et le numérique pour permettre simplement à nos jeunes apprenants d'être en phase avec la tendance universelle. Faisons en sorte que nous ne soyons pas en retard. Et c'est à vous de trouver les pistes d'action pour qu'on y parvienne. Merci beaucoup.
Et il est important que nous envisageons les choses différemment. Parce que nous ne pouvons pas inscrire cette situation dans une fatalité. Nous avons l'obligation de corriger pour faire en sorte que nous ayons vers la création d'un environnement qui soit accessible et confortable pour tous. Parce que la qualité de l'éducation fait aussi, prend en compte l'environnement dans lequel cet apprentissage est administré. Si nous ne prenons pas en compte cet aspect, nous allons, par le fait même, marginaliser ou exclure certaines catégories de nos apprenants. Donc, si on ajoute à cela le climat délétère créé ces dernières années par cette violence devenue quasi endémique à l'école et tout comme même à l'université, avec des comportements moralement irréprochables de la part de certains personnels pédagogiques et d'encadrement. Ça pose quand même un problème. Il est bon que cette question soit examinée en profondeur pour faire en sorte que la sécurité au niveau des établissements intègre aussi, si vous voulez, il y a quelqu'un qui le disait tout à l'heure, la capacité d'encadrement, le leadership de ceux qui ont en charge, n'est-ce pas, l'encadrement au niveau de nos établissements. J'entends par là les équipes de maîtrise. Et donc, tout ça, ça doit être pris en compte. Mais, initialement, nous devons désormais concevoir la construction de nos établissements en intégrant tous ces aspects pour faire en sorte que cette école, initialement, prenne en compte la nécessité de l'inclusivité et crée un environnement qui soit compatible avec toutes les catégories des apprenants. Donc, je tenais à partager quelques éléments avec vous. Mais peut-être que vous avez examiné la chose d'une certaine manière et que vous avez peut-être quelques opinions à partager avec vous. Qui est le modérateur? Oui, oui, madame. C'est comme si vous étiez dans notre société. Nous avons abordé les problèmes de la manière dont vous avez parlé. Quand vous parlez de l'inclusivité, l'école inclusive, équitable, sûre et saine, plus accès universel. Effectivement, nous avons tenu compte de toutes les catégories de personnes. Et surtout que dans notre atelier, nous avons un spécialiste des élèves handicapés, vivant avec handicap, des malvoyants, des malentendants et même de la population autochtone. Donc pendant que nous travaillons, on tenait compte de cette catégorie de personnes. Et comme vous l'avez dit, école inclusive signifie également la qualité des membres des équipes de maîtrise. Vous avez également abordé cela. Parce que quand on dit l'école saine et protectrice, on regarde également ceux qui sont dans les établissements. Comment sont-ils nommés? Est-ce que subjectivement ou objectivement? On doit regarder l'éthique de l'enseignant également. La qualité de l'enseignant, de l'enseignement, effectivement c'est très important. C'est ce que nous avions dit également dans notre atelier. Et les écoles équitables. Tout à l'heure vous avez parlé de filles. C'est vrai, nous avons tenu compte de ça. Parce que tout à l'heure, nous avons dit même qu'il y a des stratégies. Nous avons la stratégie de la situation de la jeune fille. Nous avons des atouts, nous avons des
forces. Nous avons des lois qui font que la fille doit avoir accès au même titre que les garçons. Et nous avons parlé même de l'école générale des clercs. Pourquoi seulement les garçons? Pourquoi pas les filles? La fille également doit accéder à toutes sortes de formations. Et nous avons vu également les menaces. Qu'est-ce qui peut faire par exemple que la fille ne puisse pas accéder à toutes ces formations-là? Il peut arriver, vous avez parlé de la violence, la discrimination, la stigmatisation, mais aussi on regarde la fille elle-même, le désintéressement de la fille, surtout dans les séries scientifiques. Maintenant, nous avons parlé de tout cela. Et peut-être, si j'ai oublié quelque chose, la conclusion que nous essayons d'avoir, est-ce n'est-il pas possible, monsieur le haut-commissaire, que nous revenions dans l'ancien temps où il y avait un seul ministère de l'éducation? Et si ça pourra arranger les choses, ça c'est le point d'intervention que nous faisons tout à l'heure pour regarder est-ce qu'en ayant une seule personne qui gère les trois secteurs, est-ce que nous pourrons arriver à avoir une école inclusive, sûre et protectrice? Et nous avons également parlé de la tenue scolaire. Il n'y a pas longtemps, nous avions d'abord une seule tenue. Mais après quelques difficultés, nous sommes arrivés à différencier les tenues. Est-ce que c'est vraiment la solution? Maintenant, la violence ne se fait plus au sein des établissements, c'est dans les rues. Dès qu'on voit la tenue bleue, on sait que ça c'est le lycée technique. Et ceux du général attaquent. Est-ce que la différenciation de la tenue est une bonne chose? Alors, nous sommes tentés encore à revenir à l'uniformisation de la tenue. Ça, nous avons également regardé pour avoir une école inclusive, sûre et protectrice. Et nous sommes demandés également, est-ce que c'est important d'avoir des postes avancés de la police ou de la gendarmerie? Ou faut-il affecter des surveillants compétents, qualifiés, pour qu'ils fassent leur travail comme chez moi? Parce que qui dit école saine, il faut des surveillants aussi qualifiés. Parce que, monsieur le commissaire, il y a beaucoup d'enseignants qui ne veulent plus devenir des surveillants, vu le comportement des enfants. Alors, que faut-il faire? Il faut former, peut-être pas la formation initiale, mais la formation continue des surveillants pour qu'ils sachent réellement ce qu'ils doivent faire. Même les membres d'équipe de maîtrise, après la nomination, faut-il qu'ils soient formés quelques mois après? Sinon, la majorité des membres d'équipe de maîtrise apprennent sur le tas. Et ce n'est pas une bonne chose. Si on peut faire une formation après la nomination, c'est aussi une bonne chose. Voilà, d'une façon ramassée, monsieur le haut-commissaire, à moins que vous oubliez quelque chose. C'est ce dont nous avons parlé, et nous continuons à parler. Et à la fin, nous aurons des recommandations que nous allons faire dans les professions. Que notre école soit une école inclusive, sûre et j'en ai terminé, monsieur. Merci beaucoup. Tout ce qui contribue à identifier des groupes dans le cadre de l'environnement éducatif est mauvais. On en parlait de ça dans l'atelier violence en milieu scolaire et universitaire. Nous sommes évidemment revenus à l'uniforme, mais nous avions pensé au moment où nous prenions cette décision, on s'était accordé pour que ça soit identique jusqu'à l'enseignement technique. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Toujours est-il que il ne faut pas seulement se limiter à l'uniforme. Éliminer les macarons, on n'a pas besoin de ça, c'est une fantaisie. Un petit commerce pour les équipes de maîtrise et certaines associations. Il faut arrêter tout ça, on n'a pas besoin de ça. Un bon surgé, un bon surveillant de couloir connaît ses apprentis. Au bout de 3 mois, au bout de 2 mois, il les connaît tous. Donc on n'a pas besoin de macarons. C'est à cause de tout ça qu'il y a des violences. Donc l'objectif, c'est d'éliminer tous les signes distinctifs. De faire en sorte que
que tous les enfants se reconnaissent purement et simplement comme étant des apprenants, point. En ignorant de quel établissement sortent les uns et les autres. C'est tout. Et ça va déjà être un élément qui va réduire significativement les tensions, les conflits, les oppositions, les antagonismes, les rivalités et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Et la qualité, le leadership, toujours est-il qu'il faut durcir les sanctions. Celui qui a pris en faute mérite d'être sanctionné. Celui qui affiche une trop grande faiblesse mérite d'être remplacé. Ça signifie qu'il est incompétent. Mais il faut les aider en faisant en sorte qu'on élimine tous les signes distinctifs. Donc, ceci dit, nous sommes en face et je vous encourage, je vous remercie, je vous félicite. Déjà, cet atelier a la particularité de compter parmi les participants deux de mes anciens profs. Un en 4e en histoire et l'autre en terminale en philosophie. Donc, M. Bouaka Dani, lui c'était en histoire, M. Jean Dani et M. Loco Grepin, terminale philosophie au lycée Saint-Paul. Donc, merci beaucoup. Alors, vous voyez, ils peuvent être fiers d'avoir réussi dans leur mission. Merci.